Mon jardin, je l'appelle traditionnel parce que c'est un jardin comme dans le temps, si je peux dire. Pour être plus précis, c'est un jardin comme ceux que j'ai connus dans les villages de mon enfance. Comme dans les jardins de l'époque, on y trouve un peu de tout, et c'est là une forme de biodiversité. À l'époque, l'utilitaire tenait une place importante dans un jardin. C'est le cas aussi dans le mien. C'est pourquoi le potager, ici entouré en bleu sur le plan d'ensemble, est une sorte de point central. Le jardin, tout compris, s'étend sur 1000 mètres carrés, soit 10 arts. Le potager, quant à lui, fait une surface de plus ou moins 75 mètres carrés, sur une largeur de 4 mètres. Il est assez allongé, donc il convient bien au découpage en 3 sols de culture dont je vais parler par après. Le sol est argileux et a tendance acide au pH 6,5. Le principe de base de la culture est de dégager complètement le terrain pour l'hiver de façon à le travailler à la grelinette sur toute sa surface en fin d'automne. En fin d'hiver ou au début de printemps selon les conditions météo, la terre est travaillée à la motobêche sur une profondeur de plus ou moins 15 cm. Les observations faites pendant 10 ans montrent une production moyenne de 2 kg par mètre carré, tous légumes confondus. La culture comprend en général une vingtaine de légumes différents. La culture au potager se fait sur une rotation de 3 ans, donc sur un découpage en 3 sols. Pour chaque sol, il y a la première année des légumineuses, des pois et des haricots, qui apportent naturellement de l'azote au sol. La deuxième année, il y a les légumes feuilles qui ont un besoin assez important en azote, les choux, les courgettes, etc. La troisième année, il y a les légumes racines et bulbes, oignons, échalotes, carottes, etc., qui peuvent se contenter d'une moindre quantité d'azote. Fin septembre, le compost maison est étalé sur la place des légumineuses. Cela représente bon an mal an de 300 à 400 litres de compost. En 20 ans de culture sur cette parcelle, il n'y a pas eu d'amendement supplémentaire par rapport à l'azote naturel et à l'apport de compost maison. Le seul traitement phytosanitaire est le traitement des pommes de terre à la bouillie bordelaise. Puisqu'on parle d'apport naturel d'azote au sol, voilà une photo montrant des nodules entourés en rouge sur la photo qui se forment sur les racines des légumineuses. Ces derniers incluent des bactéries qui ont pour effet de capter l'azote de l'air et de le rendre assimilable par les plantes. Pour que cet effet soit efficace, il convient bien sûr de laisser les racines des légumineuses dans le sol en fin de culture, lorsqu'on enlève les plants fanés. Les principaux outils du travail du sol du potager sont la grelinette et la motobêche pour le travail en profondeur. Le principe est de remuer régulièrement la surface du sol à l'aide d'un petit cultivateur, soit de griffe. Le travail régulier de la surface évite le bétonnage après les pluies battantes, mais il a aussi pour fonction de maintenir une surface plutôt sèche, ce qui réduit les risques de prolifération des maladies cryptogamiques. De plus, le remuage peut contribuer à ramener en surface les larves ou œufs de parasites qui soit se dessécheront, soit seront en vue des oiseaux consommateurs. Tout cela est complété par la binette qui a surtout une fonction de désherbage. Comme protection des plantes, j'utilise surtout des collerettes anti-limaces pour les laitues paumées, les endives et les scaroles. Des treillis à petite maille disposés en tas au-dessus des lignes de semis pour notamment les pois, les carottes et le cerfeuil. Cela les met à l'abri des prélèvements et des grattages des oiseaux en tout genre, et ça jusqu'à ce que les plants soient suffisamment développés. Des longs bambous placés au long des lignes de semis dissuadent plus ou moins les chats de venir gratter la terre pour y faire leurs besoins. Des voiles anti-insectes pour les choux, cela bloque l'accès non seulement aux papillons, mais aussi à la mouche du chou. En fait de traitement phytosanitaire, il se limite au traitement des pommes de terre à la bouillie bordelaise à titre préventif vers la mi-mai, puis par après uniquement si nécessaire. Mon potager comporte pas mal de légumes qui sont cultivés en vertical. Les pois et haricots cultivés en pleine terre sont des espèces dites arames, qui par nature se développent verticalement. De telles espèces permettent un meilleur rendement sur une surface donnée, mais aussi elles permettent une cueillette plus aisée qui demande moins à rester baissée. L'inconvénient est qu'il faut installer les rames ou treillis de support. Les courges coureuses du genre courge butternut ainsi que les melons et les concombres sont eux aussi cultivés en vertical sur les treillis. Cela permet aux feuilles d'être mieux aérées
et donc d'être moins sensibles aux maladies. Et l'espace occupé au sol est plus réduit. De plus, les fruits ne sont pas en contact avec le sol. Ils sont moins salis et sont aussi moins à portée des dents des rongeurs. Ici aussi, il faut cependant prendre le temps d'installer les armatures de support. Il y a aussi des légumes tels que les tomates qui poussent naturellement en vertical. Pour ceux-là, c'est plutôt un simple tuteur qui est utilisé pour le soutenir. Le potager, c'est d'abord pour cultiver des légumes. Cependant, un jardin sans fleurs est un corps sans âme. C'est pourquoi, par goût personnel pour les fleurs, je réserve chaque année quelques endroits pour des cultures de fleurs. C'est ainsi que chaque année, pour ainsi dire, il y a un rang de glaïeuls dans mon potager. On y trouve aussi quelques dahlias selon la place disponible. Parfois aussi, s'il y a un trou dans un rang de légumes, j'y plante en cours de saison une fleur de type zinnia, tagette, etc. Le compost se forme sur 2 années dans un cycle réparti sur 2 contenants. Les déchets végétaux sont accumulés de fin mars à fin septembre dans une tour en treillis. À cette période de fin septembre, ces déchets végétaux seront transférés dans le bac de maturation. À ces derniers s'ajouteront les nouveaux déchets végétaux au fur et à mesure de leur production, et cela jusqu'à la fin mars de l'année suivante. Ainsi, de fin mars à fin septembre, le compost aura le temps de faire sa maturation dans ce tas. Le compost de ce tas de maturation est tamisé en fin septembre et étalé sur le potager. Le bac se trouve ainsi libre pour le transfert des déchets stockés dans la tour en treillis. Le cycle est ainsi bouclé. Le tamisage se fait à l'aide d'un tamis à grosse maille disposé directement sur la brouette. La production est de 300 à 400 litres par an en moyenne. Au compost vont les déchets végétaux de cuisine, les broyats de branches, les adventices et divers déchets de plantes, par exemple des tiges de glaïeul en fin de cycle. Tout y passe pour ainsi dire, hormis les déchets viandeux qui sont susceptibles d'attirer les rats. La serre de 3 mètres de diamètre est surtout destinée à la culture des tomates. Celles-ci sont ainsi à l'abri des pluies et donc moins soumises aux attaques du mildiou. La culture se fait en alternant sur 2 ans. Les tomates sont cultivées sur une moitié de la surface. Sur l'autre moitié sont cultivées des laitues à faucher semées en fin d'hiver pour récolte au printemps. Ensuite, sur cette même moitié sont cultivés des melons, des concombres et des haricots nains. Après cela, il y a en fin d'été un nouveau semis de laitue à faucher pour récolte jusqu'en fin d'année, selon les conditions météo. Dans la serre, il ne pleut pas, il faut donc prévoir un arrosage substantiel. Cet arrosage se fait à partir de tonneaux qui récupèrent l'eau de pluie de la toiture de la serre, plus ou moins 400 litres de capacité en tout. L'arrosage proprement dit se fait à l'aide de goutteurs commandés par une horloge programmable à contact. La capacité de ces tonneaux est le plus souvent suffisante.